C'est l'heure de vous révéler le top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Ça n'a pas été facile, il y a eu des mois pendant l'année où je craignais que cette vidéo soit vide, mais on y est arrivé. C'est parti! Je trouve que ce top 10 me représente particulièrement bien en tant que lectrice parce qu'il y a 9 genres littéraires différents dedans. Ça me rend vraiment heureuse de voir que ma décision de lire tout et n'importe quoi un peu au hasard, en fait, c'est assez efficace. Bref. Ne perdons pas une minute de plus, voici les meilleures lectures que j'ai faites cette année. En 10e position, nous avons une des premières lectures que j'ai faites en 2022 qui a été Anxious People de Fredrik Backman. C'est du contemporain qui mélange l'humour avec le cœur. Le résumé est assez farfelu. On suit un groupe de personnes qui sont en train de visiter un appartement à louer quand soudainement ils se font prendre en otage par quelqu'un qui vient de voler une banque et qui essaie de se sortir du pétrin. Tout le monde dans ce livre est une sorte de caricature super exagérée d'un type de personnalité. Sauf que l'auteur réussit à faire fondre notre cœur face à ces gens qui, à première vue, étaient juste franchement ridicules. La raison principale pour laquelle ce livre se retrouve dans ce top 10, c'est parce qu'il est extrêmement drôle. Il me faisait rire constamment. Et ça, c'est un point positif. Sauf que c'est également un point qui peut être risqué pour moi, parce que souvent, quand je lis un livre qui est très humoristique, je finis toujours par un peu me fatiguer du ton. Genre, ça devient redondant à un moment. Mais là, pas du tout. Plus j'avançais, plus j'étais investie. Non seulement j'avais le sourire du début jusqu'à la fin, mais en plus, j'étais touchée, j'avais des émotions et j'étais comme wow, comment Fredrik tu réussis à nous faire vivre ces deux émotions en même temps? Il y avait des personnages qui pleuraient leur vie et moi j'étais triste pour eux, mais en même temps je riais parce que c'était... Il a vraiment bien traduit l'absurdité de la vie. C'est un livre pour lequel j'avais absolument aucune attente avant de le commencer, vraiment, donc quelle belle surprise. Je le recommande à tous ceux qui veulent avoir le sourire avec une petite larme. À ma connaissance, Anxious People n'a pas encore été traduit en français, sauf que les autres livres de l'auteur l'ont été, donc il y a de l'espoir. Ok, en 9e position, nous avons un auteur que j'ai lu et relu, et encore une fois, il ne m'a pas déçu. Il s'agit de Stephen King avec son livre The Dead Zone. Il y a une traduction en français sous le titre Dead Zone, tout simplement. Vous savez, quand vous procrastinez un livre pendant des années parce que vous êtes inconsciemment convaincu qu'il va être pénible à lire, ben moi c'était ma situation pour ce livre-là et le début m'a prouvé que j'avais raison parce que au début je n'accrochais pas du tout. J'étais à deux doigts d'abandonner mais je me disais ok, je vais y donner quelques chapitres de plus parce que j'ai vu d'autres livres de King dans le passé où le début c'était un peu plus lourd et après ça c'était bien. Et qui l'eût cru, j'ai adoré le reste. Hey! Imaginez si j'avais abandonné ce livre! J'ai confiance en mes abandons en général, mais celui-là, ça aurait été une réelle tragédie. Pour le résumer, c'est de l'horreur, mais vraiment de l'horreur très douce, parce qu'on suit un homme qui, suite à un accident, tombe dans le coma pendant presque 5 ans. Quand il va se réveiller, il va avoir développé le pouvoir de voir dans le futur des gens en les touchant. Donc l'horreur de ce livre, c'est que non seulement il doit gérer les changements dans sa vie qu'il y a eu pendant 5 ans où il était pas là, la femme qu'il aimait qui s'est remariée, ses parents qui vieillissent et tout. Mais en plus, maintenant, il doit gérer ce nouveau pouvoir qui cause à la fois la fascination et l'effroi chez les autres. Tout le monde a besoin de lui, mais en même temps, tout le monde le repousse. C'est un récit qui est donc très humain. On se concentre vraiment sur les liens entre les personnages et moi, je trouve que c'est un aspect où King vraiment excelle. C'est peut-être bizarre à dire, mais The Dead Zone m'a à la fois réchauffé et brisé le cœur. J'ai beaucoup aimé la dernière action qui a bouclé le livre. Je trouve que c'était une belle finale et ça a juste été une belle expérience de lecture. C'est désormais un de mes titres préférés de l'auteur. Le prochain livre, je suis certaine que des gens vont être très déçus en voyant son apparition dans cette liste et d'autres personnes vont être très heureuses parce qu'il s'agit de La vie invisible de Adi Larue, qui est vraiment un des livres les plus mitigés sur Terre. Soit on dort, soit on adore, et moi j'ai adoré. Rapidement pour le résumer, parce que c'est une œuvre très connue, on suit une fille qui va faire un pacte avec le diable pour devenir immortelle, sauf que la conséquence de ce pacte, c'est qu'elle sera à jamais oubliée par tout le monde qui la voit. Donc on va la suivre à travers les décennies où elle vit dans l'oubli jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne d'elle. La plume de V. Schwab est magnifique dans ce livre. Honnêtement, c'est presque un problème parce que maintenant, quand je lis ses autres livres, je suis déçue à chaque fois de pas retrouver la même beauté. C'était succulent. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ont trouvé ça ennuyant parce que le rythme est très progressif, mais moi, ça a juste ajouté à l'ambiance et à l'impression d'être condamnée aux côtés de la protagoniste avec le voyage des époques, l'impact de l'isolation sur la fille. Je me sentais vraiment immergée dans tout ça. Mais moi, des livres qui racontent des vies entières, c'est vraiment mon truc. Donc, ce livre avait beaucoup de choses pour me plaire. En plus, moi, un truc que j'adore, c'est des fins qui peuvent continuer à vivre en nous. Le livre est fini, mais on sait que les personnages
continue à faire une certaine chose. Et là, il y a un élément particulier de la conclusion qui fait exactement ça et j'adore. Donc pour moi, ça a été absolument un 5 étoiles, même si je comprends pourquoi ça peut pas l'être pour tout le monde. Je suis très contente d'avoir pu l'apprécier. En 7e place, j'ai mis un livre qui avait reçu 4,75 étoiles à l'origine quand je l'avais lu, donc une note plus basse que celle de Adi Larue. Sauf que depuis que je l'ai lu, j'y repense constamment. Donc j'ai l'impression que dans l'impact de mon année, ce livre est une coche au-dessus des précédents. Il s'agit de Roux clair naturel de Fanny de Meul. Fanny de Meul, elle sait exactement ce qu'elle fait. Vraiment, je lis ces livres et il n'y a jamais un seul mot en trop. Chaque page est pensée avec soin. J'ai jamais lu une phrase où j'étais comme « ça, c'était pas nécessaire ». Je trouve ça vraiment impressionnant. Ce livre, comme beaucoup de ses œuvres, parle de l'obsession. Dans ce cas-ci, on parle d'une fille qui, dans sa jeunesse, s'est fait souvent répéter que ce qui était belle chez elle, c'était sa rousseur. Sauf qu'en grandissant, elle réalise qu'elle n'est pas suffisamment rousse, en fait. Elle est en train de perdre la seule chose qui fait d'elle une personne unique. Donc, à coup de boîte de teinture, elle sombre vraiment dans les enfers de l'obsession. Le résumé paraît tellement anodin face à ce que ce livre est réellement. Je l'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir à lire. Je savais pas ce qui s'en venait, mais en même temps, je me doutais de ce qui s'en venait et j'étais juste comme hypnotisée à le voir se matérialiser devant mes yeux. En tant que personne qui passe sa vie dans des cercles vicieux, j'apprécie comment Fanny de Meul est tellement bien capable de le représenter sur une page. Définitivement une lecture très marquante. J'aurais aimé lui dire de vive voix lorsque je suis allée au salon du livre pour la voir, sauf que la file d'attente était plus longue que la patience de ma vessie, donc je me suis enfuie aux toilettes. Gros love. Passons au titre suivant. C'est un livre dont je ne vous ai encore jamais parlé sur ma chaîne parce que je l'ai terminé quelques jours avant de filmer ceci. D'ailleurs, j'aimerais faire une mention spéciale à Cristallisation secrète de Yoko Ogawa que Outre-Sable a expulsé de ce top 10. Donc voilà, Outre-Sable de Hugh Howey, c'est de la science-fiction pure et dure comme je les aime. Ça se déroule dans un futur où le monde a été enseveli sous le sable. Il y a des plongeurs de sable dont le travail c'est de plonger des centaines de mètres dans le sable pour aller récupérer des matériaux et des biens de la civilisation passée. On va suivre les points de vue des membres d'une même famille qui sont séparés mais qui vont se réunir suite à des découvertes choquantes. Est-ce que c'est un livre que je recommanderais universellement à tout le monde? Absolument pas. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens seraient déçus, trouveraient ça ennuyant, pas génial, mais ce livre était tellement ce que j'avais besoin de lire au moment où je l'ai lu. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une science-fiction dans ce style-là. Ça m'a tellement fait du bien. C'était un plaisir du début jusqu'à la fin et dès que je l'ai commencé, tout ce que je voulais faire après ça, c'était d'aller le continuer. Hugh Howey, c'est un auteur à qui j'ai déjà donné 2 autres 5 étoiles et donc je sais que ce livre n'est pas parfait, je vois des défauts, je sais que ça aurait pu aller plus loin, mais ça reste qu'en tant qu'expérience de lecture, je me sentais à la maison, je me sentais divertie, amusée, investie, j'adorais l'ambiance. Donc pour toutes ces raisons, ça n'aurait pas pu être autre chose qu'un coup de cœur, même si objectivement, je sais que c'est pas une œuvre parfaite. Je sais pas si vous comprenez le sentiment que j'essaie de décrire. Je pense que ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est pas un livre parfait, mais mon cœur l'a parfaitement aimé. Donc voilà, juste à temps pour se retrouver dans le top 10, le petit. Pour la prochaine position, j'ai décidé de tricher un petit peu en incluant 2 titres, parce que ce qui s'est passé, c'est que je planifiais le top 10 et j'avais 2 livres de non-fiction auxquels j'avais donné 5 étoiles. Et la non-fiction, non seulement c'est difficile de les noter et les comparer entre elles, mais c'est encore plus difficile de les comparer face à des œuvres de fiction. Donc je me suis dit bon, je vais les mettre au milieu de la liste, ils seront ensemble et voilà. Les 2 livres qui ont été des 5 étoiles, ça a été Le consentement de Vanessa Springora et Why Does He Do That de Lundy Bancroft. C'est drôle parce que ce sont des œuvres avec des thèmes cousins. Elles parlent pas exactement de la même chose, mais on est comme dans le même territoire. D'abord, je vais me concentrer sur le consentement. C'est donc l'autrice qui raconte l'histoire de sa relation malsaine qu'elle a eue avec un homme âgé lorsqu'elle était adolescente et on assiste à la manipulation qui a lieu, l'impact sur la vie de la jeune fille et le manque de répercussions pour cet homme écrivain célèbre qui était extrêmement public dans son attirance pour les petites filles et garçons, tout ce qui est petit. C'est tellement bien écrit, on se croirait dans un roman de fiction, mais c'est la réalité bien vivante et cruelle. Sérieusement, ça
frappe. C'est facile à lire à cause de la plume, mais c'est pas facile à lire à cause du sujet, mais je recommande absolument pleinement à tout le monde. Ensuite, Why Does He Do That de Lundy Bancroft. Le titre au complet, c'est Inside the Minds of Angry and Controlling Men. L'auteur, c'est un homme qui travaille depuis des décennies avec des partenaires abusifs, principalement des hommes, pour essayer de travailler avec eux leur comportement abusif. Mais ce livre-là, c'est absolument une bible pour n'importe qui s'est déjà retrouvé ou se retrouve présentement dans une relation où leur partenaire les fait sentir régulièrement mal. On parle de l'abus mental, physique, on parle de la psychologie derrière tous les types des abus. Vraiment, peu importe ce que vous pensez savoir à propos de l'abus, je suis certaine que ce livre va vous faire réaliser d'autres choses. Lundy Bancroft explique tellement bien comment la manipulation est utilisée, pourquoi elle est utilisée, c'est quoi son impact, comment la victime se retrouve dans une position où elle peut pas juste quitter la personne. Je trouve en fait que même si cette situation ne vous concerne pas, c'est incroyable à lire juste pour l'empathie et la compréhension qu'on développe pour les personnes dans cette situation. Il n'a pas encore été traduit en français, sauf qu'il y a une traduction bénévole qui est disponible sur Internet. Donc, vous faites juste écrire le titre du livre plus français à côté et vous devriez tomber sur un blog qui a traduit le livre. Vraiment, c'est une œuvre importante. Bon, on retourne maintenant à la fiction et à un sujet plus joyeux. Carrie Soto is back de Taylor Jenkins Reid. Ben oui, un incontournable du top 10. C'est l'histoire d'une femme de 37 ans qui est la championne numéro 1 de tennis au monde. Ça fait quelques années qu'elle a pris sa retraite, mais elle va revenir sur le terrain lorsqu'une nouvelle recrue va menacer son record. C'est la conclusion non officielle de la série de romans de Taylor Jenkins Reid sur la célébrité. Et là, je peux même pas vous dire à quel point je suis intriguée pour ce qui vient ensuite. Ce livre a tellement été un petit bijou à lire. Chaque fois que je le refermais, tout ce que je voulais, c'était d'aller le réouvrir. Chaque page était du pur divertissement et pour une des rares fois dans ma vie, j'ai eu la pensée consciente en le lisant que c'est pour ça que j'aimais la lecture. C'est pour quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans les meilleurs livres de Taylor Jenkins Reid? Pas à mes yeux. Mais il y a quelque chose dans la plume de cette autrice qui m'enchante catégoriquement et ce livre n'a pas été une exception. Elle a réussi à m'intéresser à un livre à propos du tennis, un sport dont je ne connaissais rien du tout. Elle a réussi à m'intéresser à un livre à propos d'un sport, tout simplement. Et là, elle m'a presque donné envie d'essayer d'en lire plus, sauf que j'ai l'impression que je vais peut-être être déçue parce que ils seront pas écrits par elle. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à aller voir le vlog lecture que je lui avais dédié pendant mes vacances. Ça a été un beau moment de soleil dans mon année. On est déjà au top 3. Là, ça devient excitant parce que je sais qu'il y a des titres que vous savez qui seront sur cette liste et qui n'ont pas encore été sur cette liste. Et oui, ils s'en viennent. Sauf que je pense qu'il y a une surprise qui vous attend au sommet de ce classement. Donc, la troisième place est revenue à Il était deux fois de Franck Tillier. J'en ai beaucoup parlé récemment, donc je vais essayer de donner le résumé le plus rapide qui soit. On suit un policier qui enquête sur la disparition de sa fille en 2008. Il va dormir dans un hôtel et lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il découvre qu'il est en 2020 et qu'il n'a absolument aucun souvenir des 12 dernières années. Le polar, c'est un genre littéraire pour lequel je suis à la fois difficile et facile parce que ça en prend pas beaucoup pour que je sois divertie, mais pour qu'un polar soit un coup de cœur, il faut non seulement qu'il ait été divertissant du début jusqu'à la fin, mais que ses révélations soient à la hauteur du divertissement. Et ça, c'est un énorme défi. Mais avec ce livre, Franck Tillier m'a prouvé son génie. Je ne comprends pas comment il a planifié tout ça, comment ce livre vient après le manuscrit inachevé. Et j'avais bien apprécié le manuscrit inachevé, mais je comprenais pas pourquoi il y avait une suite, je comprenais pas comment c'était la suite. Et là, quand j'ai compris ça, en plus, il y a un livre qui vient après ça et je sais pas qu'est-ce qui me réserve. Je suis époustouflée, impressionnée, admirative. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de cet auteur. J'ai l'impression que tous les éléments de ce livre étaient solides. La relation entre les deux policiers ils ont une historique difficile l'un avec l'autre, mais ils doivent travailler ensemble. J'ai aimé comment c'était fait. Il y avait un bon rythme pendant tout le long. Les révélations. Je lisais puis j'étais comme... C'était grandiose! C'est pas un mot que j'utilise souvent pour les livres, mais les révélations étaient vraiment grandioses. Bref, vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais je suis époustouflée par le travail qui a été fait avec ce livre. Cette troisième place est donc extrêmement méritée. Dans un univers parallèle, ce livre pourrait être en première place, mais dans cet univers-ci, la deuxième place revient à People We Meet on Vacation de Emily Henry. Bon, je vous ai dit que le polar, c'était un genre littéraire pour lequel j'étais un peu difficile. La romance, les amis, c'est un niveau de difficulté
au-delà. Je sais pas si j'ai déjà eu une romance dans un top 10 de mes lectures d'une année. Bref. Ce livre parle de deux meilleurs amis qui, depuis une décennie, font toujours un voyage ensemble chaque été. C'est leur meilleur moment de l'année, sauf qu'il y a 2 ans, quelque chose s'est passé entre eux et ils ont arrêté de se parler. Sauf que là, ils vont tenter de faire le voyage de la dernière chance. Ce roman avait tellement d'éléments contre lui. D'abord, c'est du Friends to Lovers. Et moi, avant de lire ceci, j'étais convaincue que c'était quelque chose que je détestais. Genre, moi, je suis vraiment une fille de Enemies to Lovers. Et non seulement ça, ben, comme j'ai mentionné, la romance, je suis difficile. Et la raison pour laquelle je suis difficile, c'est que moi, des gens qui s'aiment, ça me fatigue extrêmement. Dès l'instant où 2 personnes se mettent en couple, dans un livre, dans un film, ma tolérance fait juste disparaître. Vous êtes heureux maintenant? Je m'en fous. Ensuite, moi, les scènes épicées, je suis particulière aussi. Ça me dérange pas qu'il y en ait, mais il faut qu'il soit fait de la bonne façon et il faut pas qu'il y en ait trop. Je me fais facilement brûler par les épices. Et pour finir, la crise des 80% qu'il y a dans toutes les romances, c'est tellement rare que ça ne nuit pas à mon appréciation d'un livre. Donc voilà, j'ai lu People We Meet on Vacation juste après avoir lu une autre romance qui faisait rien vraiment de mal, mais comme toujours, les gens s'étaient mis ensemble, les gens passaient beaucoup de temps au lit ensemble et moi, j'étais tellement découragée que j'avais commencé à me dire est-ce que je suis capable d'aimer une romance? Vraiment, j'étais prête à me dire, ok, t'as essayé des dizaines et des dizaines de romances et il y en a qui t'ont vraiment beaucoup plu, genre The Soulmate Equation de Christina Lauren, mais c'est toi le problème. Sauf que non. People We Meet on Vacation est arrivé et m'a dit, non, tu as des problèmes, mais tu n'es pas le seul problème. Cette romance a été écrite pour moi, du début jusqu'à la fin, tout était pour moi. Et comme j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas aimé cette romance et ça me fait rien du tout parce que si cette romance a été écrite pour moi, ben elle a sûrement pas été écrite pour les autres. Je dis pas que vous êtes pas capable de l'aimer parce que vous êtes pas moi, mais j'avais besoin de trucs particuliers pour qu'une romance fonctionne avec moi et là, ils sont tous là et je comprends pourquoi pour quelqu'un d'autre c'est pas ce dont vous avez besoin. En tout cas, la relation entre les personnages, j'ai adoré. Ça m'a tellement fait penser à ma propre relation avec Noah. Les personnages en eux-mêmes, je les ai vraiment aimés. Le degré des scènes épicées était parfait pour moi. Le rythme était génial. J'ai dévoré ce livre. Et le plus impossible de tout, le conflit des 80%, je le comprenais. J'étais pas heureuse de le voir arriver. Je pense qu'on n'est jamais heureux de le voir. Mais les décisions, les choses qui étaient dites, j'aurais fait la même chose. Donc voilà. Emily Henry avec ce livre est descendue du ciel et m'a indiqué la voie où je pouvais aimer la romance. Donc, ça a été un moment marquant de mon année, mais de ma vie de lectrice également. Je suis très heureuse de lui donner la 2e place de ce top 10. Mais, je n'ai pas pu lui donner la première. C'est l'heure. C'est l'heure de vous révéler le meilleur livre que j'ai lu cette année. Et au départ, je ne voulais pas le mettre en première place. Je me disais, voyons, ça peut pas vraiment être ton meilleur livre de l'année. Mais après ça, je jouais avec le classement et chaque fois que je mettais ce livre en dessous d'un autre, j'étais comme non, ça ne fonctionne pas. La seule place acceptable pour ce livre, c'est le sommet. Donc, mon meilleur livre de l'année, ça a été Martin Eden de Jack London. Ce livre m'a bousculée intérieurement. J'étais certaine de m'en aller dans une direction très précise avec lui. C'était un classique qui allait être très classique. Et pourtant, Martin Eden, c'est l'histoire d'un jeune marin qui est peu éduqué et qui tombe amoureux d'une fille de la haute société. Il va donc commencer à s'instruire pour rejoindre les attentes de cette famille riche et en cours de route, il va découvrir l'écriture et décider d'y dédier sa vie. Mais c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que ça. On voit un garçon très naïf qui se solidifie dans ses idéaux et qui découvre en même temps que la société qu'il avait toujours admirée était en fait vide de sens et de moralité. C'est l'histoire de quelqu'un qui, pour l'amour, va cesser d'aimer la vie. D'ailleurs, le traitement de cette histoire d'amour a été exécuté à la perfection. Je me souviendrai toujours du moment où je lisais un certain chapitre et que j'étais tellement surprise et heureuse de ce qui était en train de se produire que je criais vocalement. Chaque réplique qui était sortie, j'étais comme mais ça se peut pas que ce soit en train de se passer. C'est incroyable. C'était tellement pas l'histoire typique à laquelle je m'attendais du petit garçon pauvre, pas éduqué. Excusez, il y a eu de la neige qui est tombée. Ouf. Ok, je disais, c'était pas du tout l'histoire du jeune garçon mal éduqué en qui personne ne croyait, mais qui va prouver à tout le monde qu'il se trompait, devenir le meilleur écrivain et avoir la fille de ses rêves. C'est tellement pas ça. Et moi, je ne suis pas une fille de monologue, et là, les monologues de Martin, j'étais comme
Oh, mais oui! Toutes les réflexions, toutes les directions de l'histoire, ça allait toujours dans des endroits où je ne pensais pas qu'on allait. Et c'était une expérience magique et merveilleuse. Pour moi, honnêtement, ce livre est un livre parfait, à l'exception des défauts de son époque où il y a des préjugés racistes qui sont mentionnés parfois. Mais je suis sans mots face à l'excellence de ce livre. S'il y a un classique auquel vous devriez donner une chance, pour moi, c'est celui-ci. Je suis convaincue que je m'en souviendrai à jamais. Et pour quelqu'un qui oublie toujours les livres qu'elle lit, ben ça, c'est beaucoup. Donc, c'est fait. L'année est officiellement terminée et je la conclue avec un beau top 10. Avant de vous laisser, j'aurais deux questions pour vous. Premièrement, quelle a été votre meilleure lecture de 2022? Et deuxièmement, parmi les livres que j'ai présentés aujourd'hui, lequel vous fait le plus envie? Bref, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bonne année!